Hello, good morning, ladies and gentlemen, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television Vision Card. We are pleased to count you amongst our viewers like every other weekend. And today we are talking about fibroids and sexual reproductive health, or how fibroids affect sexual and reproductive health, especially in women. And to talk about this, we will be having a medical doctor in our midst in the person of Dr. Tsatsop Cyril Thibault. If you've been watching us, you definitely know him because he usually brings to us the health tips dubbed Merci Doctor. And today we will be receiving him on our set. He is coming all the way from Italy to be with us on this set. But we will be meeting him right after this transition. Welcome back to our set. I told you at the very beginning, today we will be talking about fibroids and how these fibroids affect sexual and reproductive health in women. And to do so, we are in the company of a medical doctor in the person of Dr. Tsatsop Cyril Thibault. Good morning, doctor, and welcome to our set. Good morning, Dinah, and thank you for your invitation. How are you doing today? I am doing very good, and I am very happy to be in my country, Cameroon. Welcome back from Italy. I must say that you're coming all the way from Italy to be on this set with us, but also to take part in many other activities that you're running through in Cameroon. Yes, actually, je suis présentement au Cameroun parce que il y a pas mal de conférences sur la santé que je suis en train d'organiser dans les villes de Yaoundé et Douala. Parce que aujourd'hui, je pense que c'est important que les gens sachent finalement, ou bien que les gens aient la bonne information en ce qui concerne la santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de me déployer sur le territoire pour pouvoir dispenser ce savoir et le rendre finalement disponible pour tout le monde. Clear enough. So let's dive into the crux of the matter. Aujourd'hui, nous parlons de santé reproductive et les fibromes. Allons directement dans le vif du sujet. C'est quoi les fibromes et qui peut avoir des fibromes? Alors, les fibromes, disons que de façon terre à terre, ce sont des bulles qui vont se développer à l'intérieur de l'appareil reproductif de la femme. Nous savons tous que chez la femme, on a l'appareil qu'on va appeler l'utérus, qui finalement, de façon très simple, va être comme la chambre qui va recevoir le fœtus ou bien le futur bébé, et on va parler de grossesse. Donc finalement, c'est cet appareil-là qui va être responsable ou bien qui va être le site finalement d'implantation de ces petites bulles qu'on va appeler des fibromes. Alors, qui peut être, finalement, qui peut avoir des fibromes? Je dirais tout le monde, je dirais toutes les femmes déjà en âge de puberté. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, comme dans plusieurs cas de la médecine, on a des maladies qui ont des origines pas connues, mais on connaît bien évidemment, disons, les conditions qui peuvent favoriser le développement de ces maladies-là. Dans le cas des fibromes, disons que les études nous ont démontré que l'élément déclencheur finalement des fibromes, c'est un excès d'hormones qu'on va appeler chez la femme l'œstrogène. Donc, quand la femme a plus d'œstrogène qu'elle ne devrait avoir dans l'organisme, on a ce risque-là de développer ces petites bulles-là qui vont être finalement, comme je disais, qui vont s'encastrer au niveau de l'utérus et qui peuvent causer des sérieux problèmes qu'on va voir tout au long de l'émission. Et les symptômes des fibromes, ce sont lesquels? Alors, disons que déjà, même avant de parler des symptômes, autre chose très importante, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'estime que c'est très important d'affronter un sujet comme ça, surtout dans notre contexte, c'est parce que finalement, les fibromes sont, disons que c'est une condition qui intéresse beaucoup plus la femme noire. Alors, récemment, j'étais en train de, pendant ma conférence que j'ai tenue à Douala, il y a une question qui m'est venue comme ça, pourquoi la femme noire finalement? Mais c'est tout simplement parce que les femmes noires ont beaucoup plus d'œstrogènes que les femmes peut-être blanches ou bien asiatiques. Alors, et pour expliquer ceci, c'est très simple. Si vous avez déjà pris la peine de regarder peut-être les femmes
asiatiques ou blanches, elles n'ont pas toutes les formes qu'on retrouve chez nous, chez les femmes noires. Alors, toutes ces courbes et formes qu'on va retrouver dans notre contexte est donnée par cet excès d'œstrogène-là. Ça veut dire que plus la femme a d'œstrogène, plus elle va avoir des formes généreuses, exactement. Alors, et c'est très visible parce que quand vous regardez la majorité des femmes asiatiques ou blanches, n'ont pas toutes ces formes qu'on va retrouver chez nous. Donc, le fait que la femme noire a beaucoup plus d'œstrogène va faire de telle en sorte qu'elle va être beaucoup plus exposée au fait de développer ces fibromes-là. Une fois qu'on développe ces fibromes-là, quels sont donc finalement les signes, les symptômes qu'on va avoir? Alors, très souvent, la première chose, c'est un désordre ou bien un cycle qui va être très irrégulier. Donc, on va avoir la jeune femme. Généralement, comme je disais, à partir de l'âge de la puberté, on va avoir une jeune femme qui va avoir un cycle très irrégulier. On va avoir des saignements qui peuvent être très abondants, causés par la présence de ces fibromes-là. Autres symptômes, ce sont les douleurs. Et disons que dans notre pratique au quotidien à l'hôpital, très souvent, les femmes arrivent avec des douleurs. Parce que ce sont des règles douloureuses, mais aussi des douleurs même pas associées aux règles. On va avoir des femmes qui vont très souvent avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. Donc, ce sont des femmes qui vont avoir des douleurs très importantes et très souvent vont arriver à l'hôpital ne sachant pas ce qui se passe. Après, quand on va faire des examens qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va se rendre compte qu'elles ont ces fibromes-là. Autre symptôme très important qui, finalement, est un problème qui, en soi, cause des réels problèmes même dans des couples, ce sont des douleurs pendant des rapports. Parce que ce sont des femmes qui, dues à l'inflammation importante causée par la présence de ces fibromes-là, vont avoir des douleurs très importantes pendant l'acte, surtout quand on va arriver au niveau de la pénétration. Donc, ce sont des femmes qui, très souvent, même dans le foyer, ont des réelles difficultés parce que vous comprenez… À consommer le mariage. Exactement. Et ceci, très souvent, va créer des tensions dans le couple. Et parfois, ce sont des femmes qui arrivent ne sachant pas finalement ce qui se passe. Donc, on a ces symptômes-là qui, très souvent, sont déjà indicateurs d'une présence éventuelle des fibromes. Y a-t-il de différents types de fibromes? Oui, il y a plusieurs types de fibromes. Il y a des fibromes qui finalement vont naître à l'intérieur parce que si vous avez la petite idée de l'utérus, c'est comme j'expliquais tout à l'heure une chambre qui a des parois internes et des parois externes. Ça veut dire que si on a une chambre comme cet immeuble-ci, les murs extérieurs vont être finalement comme les parois externes de notre utérus. Alors on a des fibromes qui peuvent se développer à l'extérieur et être joints et avoir un lien avec l'utérus à travers quelque chose qu'on va appeler un pied. Ça veut dire un cordon qui va lier le fibrome externe à l'utérus. On a par contre des fibromes ou bien des fibromes, oui, qui peuvent naître à l'intérieur de l'utérus et être attachés à la paroi intérieure. On a d'autres types de fibromes qui, par contre, peuvent vraiment occuper l'espace intérieur, ça veut dire… L'espace réservé au bébé. Exactement. Et on va voir cela quand on sera en train de parler des conséquences. On va voir à quel point ça peut être compliqué pour la femme qui a ce type de fibrome-là. D'accord. Comment donc est-ce qu'on diagnostique les fibromes chez la femme? À part les douleurs abdominales ou du bas-ventre, comme vous avez dit tout à l'heure, quel examen faut-il faire pour savoir qu'une femme vit avec des fibromes? Alors, déjà, la chose la plus importante, c'est de savoir qu'une fois qu'on a ces signes, ces symptômes-là, la chose à faire déjà, c'est de voir un médecin. Parce que après, quand on a devant nous une femme qui a tous ces signes et tous ces symptômes-là, ça nous permet de donner l'indication, déjà le comportement à avoir et ensuite les examens à faire. Le premier examen que très souvent on va faire, c'est ce qu'on va appeler l'échographie transvaginale. Ça veut dire qu'à l'aide d'un échographe, il y a une sonde qui est adaptée pour cette voie transvaginale-là. On va entrer et cette sonde-là va nous servir un peu comme une sorte de caméra qu'on va introduire dans l'appareil génital de la femme et ceci va nous permettre d'étudier et d'évaluer tout ce qui se trouve autour et à l'intérieur. Et on a aussi un examen qu'on va appeler ici le scanner. Le scanner, très souvent, c'est un examen qu'on va faire quand on a l'échographie qui n'a pas montré
finalement ce qu'on allait chercher, mais on est persuadé que cette femme-là a des fibromes parce qu'on a tous ces signes et ces symptômes-là. Au-delà du scanner, on a l'examen qui finalement est ce qu'on va appeler en médecine le gold standard. Ça veut dire que c'est l'examen qui voit tout. C'est l'examen qui, même si on a l'échographie négative, on a le scanner négatif et on est persuadé parce que finalement, si on a ces examens qui sont négatifs, on a les signes, on a les symptômes, on essaye de faire des traitements, on n'a pas d'amélioration et le médecin traitant est convaincu que cette femme-là a des fibromes. On la voit faire une résonance magnétique et finalement, avec la résonance magnétique, on réussit à détecter cette pathologie. Donc, on peut dire on a l'échographie, le scanner et finalement la résonance magnétique. Comment est-ce que les fibromes affectent la santé reproductive d'une femme? Avec tout ce que vous avez déjà expliqué, j'ai l'impression d'être en cours, de faire un cours de médecine et avoir pour thème fibromes. Mais avec tout ce que vous avez déjà expliqué, on sait que bon, ça sera difficile pour une femme qui a des fibromes d'avoir des enfants. Mais quelles sont les autres conséquences de ces fibromes-là, ou comment est-ce que ces fibromes-là affectent la santé reproductive et même le cycle menstruel d'une femme? Ok. Alors, déjà, j'apprécie beaucoup cette question parce que je reviens sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai l'habitude de dire que le médecin, finalement, c'est celui-là qui va traiter le patient ou la patiente dans ce cas et non la maladie. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va voir, par exemple, les différentes façons de traiter les fibromes, on va comprendre que la chose la plus importante quand on a devant soi une patiente qui a des fibromes, c'est finalement le réel problème de cette femme-là. Parce que, comme on va parler du problème de fertilité, il y a des femmes, bien évidemment, qui arrivent avec des fibromes et qui n'ont pas ce désir de fertilité-là. Qui n'ont pas ce désir d'enfanter, autant pour moi, merci. Et là, finalement, on ne va pas se poser ce problème-là. Donc, le réel problème, c'est quand on a devant soi une jeune dame qui vient peut-être de se marier, qui aimerait avoir des enfants et qui a des fibromes. Très souvent, il y a des femmes qui arrivent à l'hôpital avec la conception que fibrome égale infertilité. Alors, c'est quelque chose que je profite de votre plateau pour dire que ce n'est pas vrai. Avoir des fibromes ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peut-être parce qu'elles ont vu des trucs sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'on dit souvent que quand vous avez des fibromes, dès que vous tombez enceinte, ça pousse l'enfant. Exactement. Parce que ça bagarre l'espace avec l'enfant. Exactement. C'est une explication qui est juste et qui est correcte. Parce que finalement, comme on l'a vu, si vous avez une chambre qui doit accueillir une personne qui, dans ce cas, est le fœtus. Cette chambre ne peut pas contenir deux êtres étrangers. Ça veut dire que si finalement cet espace est déjà occupé par un fibrome, le fœtus qui arrive n'a pas assez d'espace pour s'épanouir. Donc finalement, effectivement, on va avoir une femme qui va probablement avoir une grossesse qui va être très difficile. On va avoir une femme qui risque beaucoup de faire des fausses couches parce que bien évidemment, quand le fœtus à l'intérieur commence à s'épanouir, commence à prendre de l'espace, il se retrouve finalement confronté à la présence d'un être... Mais si un utérus peut prendre 2, 3, 4 enfants, 9 enfants même, pourquoi l'utérus peut pas prendre un enfant et puis un fibrome? Ok, là on va entrer dans une explication un peu plus profonde parce que c'est important de comprendre pourquoi exactement finalement une femme peut avoir 5, 6 à la fois, mais la présence d'un fibrome devient problématique. Le problème, c'est que le fibrome, finalement, c'est un corps étranger qui est très capricieux et je dirais très gourmand. Très gourmand en vascularisation. Quand je parle de vascularisation, c'est tout simplement l'apport du sang à ce fibrome-là. Ça veut dire que la présence du fibrome en soi demande beaucoup d'apport de sang. Et qui dit apport de sang, dit apport de nutriments. Ça veut dire que le sang, finalement, qui est le véhicule de tout nutriment qui se trouve dans l'organisme, va beaucoup être dévié vers le fibrome et de moins en moins vers le fœtus. Alors que quand on a peut-être une grossesse où on a des jumeaux ou des triplés, on a la nutrition qui est distribuée de façon assez importante pour tous les fœtus. Donc, la femme qui est porteuse de fibrome aura des difficultés à enfanter, mais ce n'est pas impossible. L'autre chose aussi importante à rappeler, c'est que ça dépend aussi de la taille finalement du fibrome. Parce que si on a un fibrome qui est de très petite taille, la femme aura moins de difficultés à enfanter. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, la présence du fibrome ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Déjà, de un, c'est important de comprendre quel est le type de fibrome qu'on a. Parce que si une femme a un fibrome
de façon qui se trouve à l'extérieur, on n'aura pas de problème pendant la grossesse. Si par contre on a un fibrome qui se retrouve à l'intérieur, qui est de très grande, d'un volume très important, ça va occuper beaucoup l'espace et finalement on aura ce problème-là. L'autre gros souci avec la grossesse quand on a un fibrome, c'est que comme je disais tout à l'heure, le fibrome finalement c'est un être qui est très gourmand. Ça veut dire que ça demande beaucoup de vascularisation. Alors quand la femme est enceinte, le risque très souvent c'est que parce que le fœtus se retrouve à cet intérieur-là, par un mécanisme physiopathologique qui est un peu compliqué à expliquer ici, on peut avoir une condition qu'on va appeler une torsion. Ça veut dire que les vaisseaux sanguins dans les vases qui alimentent le fibrome peuvent finalement, dû à des mouvements, être tordus et on n'aura plus de sang qui va arriver au fibrome et on peut arriver à ce qu'on va appeler une nécrose. Et ceci est une condition très, très, très douloureuse. On a des femmes qui très souvent pensent même à se suicider dû à cette douleur-là. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que les fibromes tuent? Alors, les fibromes, disons que les fibromes ne peuvent pas tuer comme par exemple le cancer, parce que là, j'ouvre une parenthèse que je ferme, que j'ai oublié de dire, c'est que quand on parle de fibrome, c'est très différent du cancer, parce qu'il y a aussi cette mauvaise perception des choses, des femmes qui se disent j'ai des fibromes, ça veut dire que ça peut être un cancer. Non, c'est toute autre chose, parce que le cancer, finalement, c'est un corps étranger qui va naître dans une partie de l'organisme et qui finalement peut avoir des cellules qui vont se distribuer dans d'autres organes. Et là, on va parler de métastase. Dans le fibrome, par contre, on n'a pas cette condition-là. Donc, c'est un organe ou bien une bulle qui va se développer à un endroit, qui peut augmenter en dimension, mais qui ne peut pas envoyer des cellules dans d'autres organes. Donc, ça ne peut pas avoir de différentes têtes, comme on dit souvent, parce que il y a des femmes qui accouchent, bon, celles qui accouchent par césarienne, elles disent que quand j'ai accouché, on a coupé certaines parties. Ce sont des myomes ou des fibromes là? Alors, myome et fibrome, c'est la même chose. D'accord. Ok. Myome, quand on dit myome, c'est une autre façon d'appeler les fibromes. Alors, l'idée ici, ou bien le concept ici, c'est quoi? C'est de se dire que le fibrome peut avoir plusieurs têtes parce que l'être en soi se développe, ça augmente en dimension, mais ça reste sur une même place. Ok. Ça veut dire qu'on peut avoir un fibrome ici, on peut avoir un autre fibrome ici, mais toujours autour de l'utérus. Par contre, quand on va parler du cancer de l'utérus, c'est un cancer qui finalement, si on ne prend pas à temps, on peut avoir ce cancer qui va aller intéresser par exemple le foie. On va avoir ce cancer qui peut arriver au cerveau. On peut avoir ce cancer qui va arriver aux os de la patiente. Donc finalement, c'est ça la grosse différence entre un cancer et le fibrome. Donc le fibrome ne se distribue pas comme on va avoir dans le cancer. Est-ce que les fibromes peuvent attaquer les trompes, puisque c'est tout à côté? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut avoir les fibromes qui, parce qu'ils grandissent beaucoup, peuvent aller finalement comprimer aussi les trompes. Et, excusez-moi, mais ceci me pousse aussi à parler de certains symptômes que je n'ai pas, soulignés ici. C'est tout bénef pour nous. Qui sont très, très, très importants parce que finalement, quand on a une petite idée de l'anatomie de la femme, on va avoir l'utérus qui va être là. Derrière l'utérus, on va avoir le rectum. Et tout devant l'utérus, on va avoir la vessie. La vessie, finalement, c'est cet organe-là qui recueille l'urine chez la femme. Alors, j'aime souvent prendre l'exemple, même quand je parle à mes patientes, pour rendre la chose très facile à comprendre. C'est que vous devez comprendre que la vessie, c'est comme une bouteille d'eau, peut-être de 1,5 litre. Plus elle est comprimée, moins d'eau elle peut contenir. Ça veut dire que finalement, on aura une femme qui aura une vessie qui peut contenir de moins en moins d'urine. Elle rétrécit. Exactement, elle rétrécit et donc contient de moins en moins d'urine. Finalement, ça va être une femme qui sera obligée à chaque moment d'aller uriner. Donc, c'est une femme qui, après chaque 2 heures, est obligée de courir pour aller uriner parce que la vessie est devenue tellement petite qu'elle ne réussit plus à contenir un volume important d'urine. Donc, très souvent aussi, ce sont des femmes qui auront ce symptôme-là. Et de façon naturelle, on comprend que ce sont des femmes qui seront beaucoup plus exposées à avoir des infections urinaires parce qu'on sait très simplement que la femme, quand elle doit uriner, très souvent, elle s'abaisse. Donc, elle est plus proche du sol, plus proche des bactéries. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour ces femmes de développer des infections. D'autres symptômes, toujours dus à cette exposition anatomique, c'est le simple fait que, comme on a dit derrière, on a le rectum. Donc, finalement, quand le fibrome grandit beaucoup,
On va aller avoir une compression aussi postérieure sur le rectum. Et ce sont des femmes qui très souvent seront très constipées. Donc, on peut avoir aussi une femme qui, au-delà d'avoir des problèmes urinaires, peut avoir aussi des constipations. On fait beaucoup pipi, on ne fait pas popo. Exactement. Donc, ça, c'est d'autres symptômes qui peuvent être présents chez ces femmes-là, dus effectivement à la position anatomique des fibromes et de l'utérus. Passons aux options de traitement. Quelles sont les options qui s'offrent à ces femmes-là? Alors, disons que comme option, aujourd'hui, par chance, la médecine a beaucoup évolué. Parce qu'à une époque, on parlait d'intervention chirurgicale à tout type de fibrome parce qu'il fallait retirer le fibrome qui commençait à être problématique. Aujourd'hui, déjà avant d'aller même sur le plan médicinale, avant d'aller même sur la médecine occidentale, on a beaucoup de choses que la femme au quotidien peut faire pour réduire déjà la taille des fibromes, réduire disons, la possibilité de développer d'autres fibromes. Et ce comportement va passer par l'hygiène de vie, ça veut dire que l'alimentation, parce qu'il y a des aliments qui vont augmenter le taux d'œstrogène chez la femme. Comme lesquels? On a des aliments comme des produits laitiers, les produits laitiers, le lait de vache. Le lait de vache particulièrement, exactement, qui est très riche en hormones, va aller stimuler chez la femme la production d'œstrogène et ceci va empirer les symptômes des fibromes, empirer la croissance de ces fibromes-là. Et donc finalement, on va avoir une femme qui va avoir des fibromes de plus en plus gros et des symptômes de plus en plus importants. On a par exemple aussi la viande rouge. L'excès de consommation de viande rouge n'est pas très bénéfique pour ces femmes-là parce que ça va stimuler toujours une production importante d'œstrogène. Par contre, on a des aliments qui peuvent être très bénéfiques pour ces femmes-là. Par exemple, le poisson. Le poisson est très bénéfique pour ces femmes. On va avoir des aliments qui sont riches par exemple en oméga 3, comme par exemple les choux, qui vont avoir un effet anti-inflammatoire et donc va réduire l'inflammation causée par ces fibromes-là. Donc, une fois qu'au niveau de l'alimentation, déjà, on a une idée de ce qu'il faut faire, on commence à appliquer ces conseils-là, on peut passer à d'autres comportements comme le sport. Pour ceux qui me suivent sur mes différentes plateformes, savent que j'insiste beaucoup sur l'activité physique. Pourquoi? Parce que l'activité physique chez la femme qui a des fibromes, vu que c'est le sujet aujourd'hui, va réduire le taux d'œstrogène chez la femme et donc finalement réduire la croissance de ces fibromes-là et donc les symptômes chez la femme. Donc on va avoir cela et au niveau maintenant des solutions médicales que nous on va proposer, on va avoir aujourd'hui on a une méthode qu'on appelle l'embolisation. Qui est une méthode révolutionnaire parce que concrètement, c'est une intervention qui nous permet aujourd'hui, avec des tout petits cathéters, on va entrer par les vaisseaux sanguins de la femme, on va monter et aller retrouver les vaisseaux sanguins. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit le fibrome est très gourmand, a beaucoup de vascularisation. Donc, on va monter avec ces cathéters, on va aller chercher tous ces vases qui alimentent le fibrome et on va déposer des agents à l'intérieur de ces vases qui vont brûler tous ces vases-là. Donc, finalement, le fibrome ne reçoit plus ou bien reçoit de moins en moins de sang. Donc, peu à peu se réduit en dimension et finalement, on a un fibrome qui peut finir par être calcifié. Ça veut dire que le fibrome va être là, ne reçoit plus de vascularisation, donc ne s'alimente plus. Et finalement, on a du calcium qui va se déposer sur ce fibrome-là. Et finalement, ça va être un corps étranger qui ne cause plus de problème. Qui sera expulsé peut-être. Qui peut être expulsé, évidemment, mais surtout qui peut être là et sans causer de problème. Et pas être dangereux. Donc, on a l'embolisation aujourd'hui. Mais le problème, par exemple, avec cette méthode, comme je disais tout à l'heure, c'est que finalement, on doit comprendre le type de femme qu'on a devant soi. Et c'est quelque chose que je dis souvent aussi à mes patientes, c'est que quand on a un médecin, il faut se rendre compte que finalement, on a un médecin qui nous comprend. On a un médecin qui prend en compte nos problèmes, qui prend en compte nos réalités et nos désirs. Parce qu'une femme, par exemple, qui voudrait avoir des enfants, on va de moins en moins proposer ce type d'intervention. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'études suffisantes qui nous démontrent que cette intervention que j'ai appelée l'embolisation ne va pas avoir d'effet secondaire sur la possibilité d'avoir un enfant dans le futur. Autre méthode qu'on a, on va avoir l'intervention classique qui est celle de
ouvrir, retirer le fibrome. Qui jusqu'aujourd'hui reste la meilleure. Jusqu'aujourd'hui, la meilleure, ça dépend vraiment... Pour celles qui veulent avoir des enfants. Disons que oui, ça dépend vraiment du point de vue parce que c'est une intervention aussi qui est soumise à pas mal de conséquences. Par exemple, on a des femmes qui vont faire cette intervention, qui vont avoir un saignement vraiment trop abondant, qui peut finalement être anémié suite à cette intervention-là. Donc, disons qu'aujourd'hui, la médecine, on n'a pas de solution qu'on peut classifier comme une meilleure solution. Disons qu'on va étudier les patientes cas par cas et finalement, on va proposer la solution qu'on estime être plus adaptée pour la patiente qu'on a devant soi. C'est tout ce qu'on a dans juste ces deux méthodes-là? Il n'y a pas de comprimés? Alors, il y a bien évidemment les comprimés qu'on va proposer avant d'arriver à l'intervention, qui sont des pilules très souvent. Et le rôle de ces pilules-là, c'est finalement aller faire le jeu qu'on a vu tout à l'heure, réduire la quantité d'œstrogène dans l'organisme de la femme. Est-ce que les méthodes de prévention de conception, how do they call that? Oui, les méthodes de contraception. Oui. Est-ce que les méthodes de contraception peuvent jouer un rôle dans le développement des fibromes? Alors, quand on parle de méthode de contraception, disons que c'est un thème qui est assez complexe parce que dans ce cas, ce qu'on peut analyser, c'est la prise des pilules. Prise des pilules, les stérilets et consorts. Alors, la seule, disons, méthode qui peut avoir un rôle à jouer dans ce cas-ci, ça va être la prise des pilules. Mais dans ce cas, c'est très important c'est pour ça que je dis, il faut toujours avoir un médecin qui nous écoute, qui comprend et qui finalement propose une solution adaptée pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a différents types de pilules. On a des pilules qui sont pro-œstrogènes et on a des pilules qui sont pro-progestérone. Ça veut dire que si finalement une femme qui a des fibromes, à qui on donne une pilule pro-œstrogène, on va avoir l'effet contraire. Ça veut dire que cette femme-là va avoir toujours plus en plus d'œstrogène et finalement, on va avoir des fibromes qui grandissent encore plus. Alors que si à cette femme, on donne des pilules pro-progestérone, on va avoir effectivement cet effet bénéfique-là sur les fibromes. Alors, je pense que j'ai tout compris. Sinon, est-ce que vous avez un mot pour la fin? Alors, le mot que j'aurais pour la fin, déjà, c'est trois choses. La première chose, c'est que je conseille toujours aux femmes de s'écouter. Ça veut dire d'écouter son corps, essayer de comprendre quand quelque chose ne va pas, essayer d'avoir un avis médical. C'est très, très important. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, je dis toujours, faites très attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que très souvent, on va avoir des femmes qui arrivent, elles ont suivi des conseils qu'elles ont vus sur les réseaux et finalement, on a des effets ou bien des résultats catastrophiques. L'autre chose importante, c'est que, comme je disais, on a l'alimentation. Aujourd'hui, on a aussi des comprimés comme des compléments alimentaires, par exemple, des entreprises certifiées. Par exemple, aujourd'hui, je travaille avec une entreprise qui, finalement, accompagne ces femmes-là. Une entreprise qui est appelée Pierre Livoire, qui accompagne ces femmes-là et qui suit ces femmes-là avec ces solutions remplies, par exemple, d'oméga 3 que nous avons vu, qui va être important pour le développement et la croissance de ces fibromes-là. Et puis finalement, je vous invite toujours à, comme je l'ai déjà dit, vous rapprocher des professionnels de la santé, essayer de comprendre et voilà, savoir qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir accès à des médecins, même sur des plateformes qui s'offrent à nous aujourd'hui. Et nous sommes disponibles. Donc, pour vos différentes questions, vous pouvez vous référer à un professionnel de la santé et je pense que si on suit ces différentes étapes-là, ça peut finalement être quelque chose de bénéfique pour la femme. Merci, docteur. Right under our screens, il y a un numéro. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou quoi que ce soit, référez-vous à nous et puis on vous donnera le numéro du docteur. Right behind, let's meet Valérie Naesomba. She has the health tips that mark this week. L'onychophagie, ou se ronger les ongles, est une maladie due à une grande source de stress ou encore de l'ennui. Avec le temps, cette maladie peut devenir exagérée, compulsive, puis non maîtrisable, surtout chez les enfants et même parfois chez les adultes, conduisant à des conséquences graves telles que des infections,
et même un panari. Pour arrêter ou éviter de se ronger les ongles, l'une des méthodes les plus efficaces est le vernis amer. Il suffit d'appliquer comme un vernis normal sur tout l'ongle en couche fine, ce qui va laisser un goût désagréable dans la bouche dès que vous y posez les doigts. Vous pouvez également utiliser de l'huile de menthe poivrée que vous allez frotter sur les ongles pour une sensation de fraîcheur qui vous découragera de ronger les ongles. Appliquez du gel d'aloe vera sur les ongles, ce qui vous laissera également un goût amer dans la bouche et va vous dissuader de ronger vos ongles. Portez des gants, car en portant des gants, vous limitez la possibilité de vous ronger les ongles. Coupez régulièrement vos ongles pour éviter d'avoir de longues ongles et donc moins tentant à ronger. Mâcher des chewing-gums, cette opération peut aider à occuper la bouche et à réduire l'envie de se ronger les ongles. Évitez toute source de stress en pratiquant une activité ludique, car le stress peut vous conduire à ronger vos ongles. Il est donc important de trouver une activité ou un objet qui pourra vous occuper les mains et vous fera oublier l'envie de ronger vos ongles. N'oubliez pas que si vous n'arrivez pas, après toutes ces méthodes, à arrêter l'envie de vous ronger les ongles, il est impératif de consulter un professionnel de la santé qui pourra mieux vous aider. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Thank you, Valerie Naesomba, for always dispelling with so much love the tips that you bring to us every week. On our On Dit Merci Doctor Health Tips, this week we have the doctor with us. So he's going to tell us about what he came to do in Cameroon, the book he brought. He's going to present it to us and we are going to grasp one thing or another. Doctor? Ok. Alors, une fois de plus, merci pour de m'avoir invité sur votre plateau. Et comme je disais d'entrée de jeu, Dr Tsatsop Cyril, présentement au Cameroun, parce que finalement, je suis en train d'organiser pas mal d'événements santé pour dispenser du savoir. À côté de ça, je tiens avec moi un livre. Les dangers de l'ignorance. Les dangers de l'ignorance. Je ne sais pas si Willy peut zoomer sur ce livre-là pour nous. Oui, il va le faire. Il va prendre l'image. D'accord. Donc, les dangers de l'ignorance, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, comme je disais, que finalement, aujourd'hui, le savoir peut finalement sauver une vie. Donc, je me suis dit, avec tout le travail qu'on faisait déjà sur les réseaux sociaux, le fait de partager des conseils de santé, le fait qu'il y avait pas mal de personnes qui posaient les mêmes questions, je me suis dit, pourquoi pas mettre tout sur écrit? Mettre tout sur écrit pour que chacun puisse avoir un document auquel il peut se référer finalement s'il a un doute et avoir des réponses. Donc, le danger de l'ignorance, parce que je me suis dit, être ignorant, finalement, c'est un gros danger parce que ça peut nous coûter non seulement la santé, mais la vie. Donc, c'est un livre que j'ai écrit et aujourd'hui, c'est disponible. Donc, vous pouvez avoir ce livre pour pouvoir vous documenter sur votre santé. Autre chose très importante que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui aussi, je suis sur le continent parce qu'avec des collègues médecins qui sont originaires tous de l'Afrique, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, on a un réel problème de santé sur le continent. Et de façon très logique, nous nous sommes demandé comment est-ce qu'on apporte notre pierre à l'édifice de ce problème que rencontre notre système sanitaire. Et nous avons mis sur pied une association qui est responsable finalement d'un suivi à domicile des patients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre maman, votre papa, votre grand-mère ou grand-père qui est à la maison, pour qui vous estimez qu'il faut un suivi de qualité de santé. Et aujourd'hui, on a cette entité qu'on a appelée Médici, qui est constituée de médecins de la diaspora originaires de l'Afrique, qui ensemble travaillent. On a des infirmiers sur le territoire. Surtout, on a commencé ici à Yaoundé, donc nous sommes déjà opérationnels à Yaoundé. Et les infirmiers arrivent à la maison, font finalement le travail d'examiner le patient, prendre tous les paramètres dont nous avons besoin. Et puis finalement, avec toutes ces informations-là, nous sommes capables d'améliorer le suivi de ces patients, proposer des thérapies et des suivis sur mesure pour ces patients-là, pour finalement arriver à un résultat qui est de plus en plus intéressant pour la santé de ces patients. Médixi, on trouve sur Play Store?
Présentement, nous ne sommes pas encore sur Play Store. Nous avons nos différentes plateformes qui sont Facebook, Instagram, LinkedIn. Et nous sommes en train de travailler, bien évidemment, sur l'application qui sera disponible sur Play Store et App Store. Medixi, M-E-D-I-X-I. Exactement. Merci, docteur. On se dit à la prochaine. Merci Daina et à la prochaine. Thank you, ladies and gentlemen, for being tuned right up to this moment. While hoping that you learned one thing or two, we thank you for being glued to our program. There is a number right below your screens through which you could contribute for the various topics, or also medical doctors that you would like us to receive, because health is wealth. We will contribute every step of the way to your health. Meet us on our various social media handles, notably on Facebook at Health Update Vision 4, but also on YouTube at Diana_Ngwang. Have a blessed weekend, and thank you for watching Health Update. Your presence honors us every weekend. Have a blessed weekend and see you next Saturday.